Good afternoon. Bonjour à tous, pouvons-nous commencer? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau à celles et ceux qui étaient là ce matin et ceux qui nous rejoignent cet après-midi. Nous faisons partie de ce réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence et il s'agit dans le cadre de cette troisième session de promouvoir la coopération entre politiciens et politiciennes et la société civile pour prévenir et combattre la violence à l'égard des femmes. Nous avons donc ce matin déjà regardé la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul et l'action politique pour contrer les attaques contre la Convention d'Istanbul. Nous avons entendu notre partenaire, l'Union européenne, mais aussi les Nations unies et la présidence de la Commission pour l'égalité de genre. C'est la partie intergouvernementale de notre travail sur l'égalité de genre, ainsi que la présidente du Grevio, qui est l'un des organes de suivi du Conseil de l'Europe, chargé de la Convention d'Istanbul. Et nous allons maintenant aborder la dernière session de cette conférence. Donc, comme je le disais, promouvoir la coopération entre politiciens et politiciennes et la société civile pour prévenir et combattre la violence à l'égard des femmes. Alors, il est important, bien sûr, de le rappeler, la société civile est un partenaire essentiel dans notre objectif commun d'obtenir une tolérance zéro pour la violence contre les femmes. Dans la plupart de nos États membres, la grande majorité de nos services destinés aux victimes de violences domestiques et aux victimes de violences sexuelles sont gérés par des associations ou des organisations non gouvernementales. La société civile a donc une tradition ancienne de soutien, de conseils juridiques, de conseils psychologiques, médicaux, de lignes téléphoniques dédiées et d'autres services très importants. Cependant, le financement est rarement garanti pour ces entités qui parfois ne peuvent fonctionner que dans un tout petit espace géographique, disons, et donc le nombre de services disponibles n'est pas forcément en adéquation avec les besoins. Il y a souvent des lacunes, surtout en période de Covid. Il y a plus de besoins que de possibilités d'aider ces victimes. Ce sont souvent des services bénévoles et il n'y a pas forcément de financement obligatoire et c'est certainement pour cette raison que la Convention d'Istanbul reconnaît le travail de la société civile et cherche à assurer plus de soutien de leur travail, y compris par le biais de dispositions précises qui obligent les parties à encourager, à soutenir leur travail en puisant dans leur expertise, en les associant en tant que partenaires dans la coopération et en les soutenant bien sûr dans leur travail de sensibilisation. Ceci peut aider avec les autres partenaires à obtenir des résultats. La société civile joue aussi un rôle dans le suivi de la mise en œuvre de la Convention. Beaucoup d'organisations de la société civile envoient des rapports dits parallèles à ceux qui sont chargés du suivi de la mise en œuvre de la Convention. C'est un travail très important que celui de ces organisations. Et comme nous l'avons déjà entendu ce matin, la société civile joue un rôle très important en matière de sensibilisation. Et évidemment, dans un deuxième temps, pour faire advenir un changement de mentalité. Dans notre monde d'aujourd'hui, je pense que c'est un rôle extrêmement important qui leur revient. Et comme l'a dit la présidente du Grevio ce matin, Madame Iris Loarassi, c'est souvent ce problème de mentalité qui explique la violence contre les femmes. Et ça, c'est vraiment un aspect très important sur lequel il faut travailler aujourd'hui. Sans m'étendre davantage, je voudrais donner la parole à notre premier intervenant de cet après-midi. Nous en avons 4. Nous commençons par l'ambassadeur Andrej Slapinčar, représentant permanent de la Slovénie auprès du Conseil de l'Europe, qui est aussi le vice-président entrant
du bureau du comité des parties à la Convention d'Istanbul. J'aimerais féliciter l'ambassadeur pour son élection au comité des parties. Vous entamerez votre mandat en février 2022, bientôt donc. Le comité des parties, bien sûr, est une partie importante du travail du Conseil de l'Europe dans ce domaine pour assurer la bonne mise en œuvre de la Convention d'Istanbul. Monsieur l'ambassadeur, pouvez-vous s'il vous plaît nous dire ce qu'on peut faire pour promouvoir encore plus la coopération entre responsables politiques et la société civile pour prévenir et combattre la violence à l'égard des femmes? Quelles sont à cet égard les recommandations du comité des parties? Vous avez la parole, monsieur l'ambassadeur. Thank you very much, Madam. Merci beaucoup, Madame la présidente de séance. Merci pour cette invitation. C'est un thème d'une grande actualité. C'est un thème important et j'ai suivi avec intérêt les travaux de la matinée. Je salue l'engagement de l'Assemblée parlementaire et l'étroite coopération qui existe aussi avec le comité des délégués des ministres. Je voudrais donc répondre aux deux questions qui m'ont été posées sur le plan théorique et pratique. Et je voudrais commencer par vous présenter la perspective nationale. La Slovénie a signé la Convention en septembre 2011 et l'a ratifiée en février 2015. En adoptant ce texte international important, la Slovénie a rejoint le groupe des pays les plus progressistes dans le domaine de la protection des droits de l'homme et de la lutte contre la discrimination. Le début du travail des ONG dans le domaine de la violence contre les femmes en Slovénie, dans le secteur de la société civile, remonte à 1989, année à laquelle la première association a été créée, qui visait à fournir une assistance psychosociale aux femmes et enfants victimes de violences. Et ceci à une époque où la prévention de la violence contre les femmes n'était pas systématiquement réglementée en Slovénie. Et c'est grâce au travail réalisé par les ONG entre la fin des années 80 et le début des années 90 que la société a commencé à détecter la violence domestique. Les ONG n'ont pas seulement cherché à obtenir une reconnaissance de la violence domestique, mais aussi une réponse plus résolue et les sanctions contre les auteurs de violences. Aujourd'hui, de nombreuses ONG travaillent dans ce domaine de la prévention de la violence et chacune contribue activement dans leur domaine particulier. Leur rôle est en grande partie lié à la sensibilisation et à la prestation de services. Deuxièmement, vous le savez peut-être, notre présidence de 6 mois du Conseil de l'Union européenne prend fin d'ici quelques jours. Et notre slogan était « Ensemble, résilient, Europe ». Pourquoi ce rappel? Eh bien, la Slovénie a fait partie d'un trio avec l'Allemagne et le Portugal dans la déclaration commune du trio sur l'égalité de genre en juillet 2020. Nous en avions appelé entre autres à des normes solides pour prévenir et lutter contre toutes les formes de violence contre les femmes et les filles et pour protéger et autonomiser les victimes et les survivants de la violence liée au genre partout dans l'Union européenne. Et nous avons également soutenu l'adhésion de l'Union européenne à la Convention d'Istanbul. La Slovénie s'est concentrée sur la cyberviolence comme forme de violence contre les femmes et les filles. Il est important de pouvoir échanger et de veiller dans toute la mesure du possible à une synchronisation entre les organisations internationales. J'en viens maintenant aux deux questions posées. Les ONG actives dans la prévention et la lutte contre la violence contre les femmes sont des acteurs essentiels dans la mise en œuvre de la Convention. C'est la raison pour laquelle, au titre de la Convention, les États parties ont une obligation juridique de reconnaître, encourager et soutenir leur travail et de mettre en place une coopération efficace avec elles. Les ONG sont également des partenaires de premier plan dans le suivi de la mise en œuvre de la Convention. Le Grevio reconnaît l'importance du rôle que jouent les ONG dans ce domaine et a clairement affirmé que les ONG et d'autres membres de la société civile sont des sources d'informations essentielles et que toutes les informations reçues des ONG seront traitées comme confidentielles.
Les ONG sont donc vivement encouragées à apporter leur contribution et à partager leurs préoccupations à tout moment, y compris par ce mécanisme des rapports parallèles qui vient d'être évoqué par la présidente de séance. En entamant sa première évaluation d'un pays donné sur la base d'un questionnaire, le Grevio, dans la mesure du possible, invite des ONG actives dans le pays à fournir des informations. Le Grevio effectue également des visites dans tous les pays partis à la Convention afin de mener une évaluation plus approfondie de la situation sur le terrain. Pendant ces visites, les délégations tiennent des réunions avec les représentants des ONG. En outre, le Grevio peut envisager d'utiliser d'autres méthodes d'évaluation telles que l'organisation d'auditions pour les ONG. Il existe de nombreuses recommandations du comité des parties pour renforcer le rôle de la société civile dans son rôle de service et de soutien. Et dans beaucoup de ces recommandations, le comité recommande que des ressources humaines et financières appropriées soient garanties pour les victimes de violences, y compris avec des niveaux de financement durables. Le comité des parties, la semaine dernière, par exemple, lors de sa dernière réunion, a adopté des recommandations pour 3 États parties, la Pologne, Saint-Marin et mon pays. Si vous regardez ces recommandations, vous y trouverez plus de détails et aussi des informations détaillées sur les progrès réalisés par différents pays, ce qui évidemment débouche sur des recommandations personnalisées. Dans le cas de la Slovénie, les ONG ont participé à la rédaction des rapports annuels. Elles ont été invitées à fournir leur avis et d'éventuelles propositions d'amendement. Le rapport final a été approuvé par le gouvernement et le Parlement en a été saisi. Dans le rapport sur la Slovénie, le comité s'est félicité du rôle important des ONG pour prévenir et lutter contre la violence contre les femmes, tout en recommandant un certain nombre de mesures que je ne passe pas en revue. Vous pouvez en prendre connaissance, bien sûr, dans les recommandations. Mais de façon générale, j'aimerais vous dire que le gouvernement estime que les ONG jouent un rôle socialement bénéfique très important et le gouvernement soutient un transfert de certaines responsabilités publiques au secteur des ONG. Les ONG en Slovénie s'acquittent d'un certain nombre de missions. Elles aident les victimes et leurs enfants à s'éloigner d'une relation avec un partenaire violent. Leur soutien comprend des conseils et une assistance dans le signalement d'événements de violence à la police. Dans les cas dans lesquels la victime dépend entièrement financièrement de son partenaire, ces organisations fournissent aussi des refuges pour les femmes et les enfants. Ce sont des refuges de femmes qui sont placés dans des endroits tenus secrets dans tout le pays où les femmes peuvent vivre gratuitement pour une période d'1 an maximum. Les victimes y trouvent aussi des conseils et une assistance pour trouver un emploi et se voient accompagnées dans leur démarche auprès de différentes institutions. En outre, les ONG fournissent aussi une assistance aux auteurs de violences en les incorporant à des programmes de changement de comportement dans le cadre de différentes campagnes et projets, ateliers, conférences, formations, etc. Le ministre des Affaires sociales finance ces activités à concurrence de presque 2 tiers et les municipalités, elles, financent le reste. Pour conclure et ne pas dépasser mon temps de parole de 10 minutes, j'aimerais ajouter la chose suivante. Nous avons eu de nombreuses raisons de fêter le 10e anniversaire de la Convention et pourtant il reste beaucoup à faire. De manière générale, comme nous l'avons entendu ce matin, il y a aussi de nombreuses tentatives de saper les résultats obtenus. En outre, la pandémie de Covid-19 a augmenter le niveau de violence contre les femmes, surtout dans la sphère domestique. Il appartient donc au gouvernement non seulement de se montrer à la hauteur de leur engagement pour prévenir cette violence, mais de renforcer leur action. Celle-ci devrait passer aussi par le renforcement du rôle de la société civile dans la prestation de services de soutien aux femmes victimes de violences et d'assurer
des ressources humaines et financières appropriées pour des services spécialisés de soutien aux victimes de violences, surtout grâce à des niveaux de financement durables de ces ONG destinées aux femmes, comme le recommande toujours le comité. Merci beaucoup, Madame la modératrice, merci de votre attention et merci de vos aimables paroles et je me réjouis de continuer à travailler avec vous. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Slapnitsar, pour vos paroles. Nous nous réjouissons aussi de travailler avec vous alors que vous entrez dans vos fonctions bientôt en février. Merci beaucoup de nous avoir décrit le processus de préparation des rapports du Grevio et la façon dont la société civile contribue à cet exercice. Merci aussi de nous avoir décrit l'exemple de la société civile slovène et la façon dont précisément elle apporte sa pierre à l'édifice de la lutte contre la violence contre les femmes. J'en viens à notre deuxième panéliste, Madame Marcela Piron, présidente de Women Against Violence Europe. Nous connaissons ce réseau WAVE qui est très puissant partout en Europe. C'est un partenaire très important pour le Conseil de l'Europe. Nous avons organisé plusieurs manifestations ensemble et des campagnes de sensibilisation notamment qui, je crois, ont fait la preuve de leur utilité. Madame Perron, évidemment, a beaucoup d'expérience en tant qu'avocate des droits des femmes et en tant que militante. Madame Piron, vous avez la parole. Excusez-moi, j'ai eu quelques difficultés techniques, dit l'oratrice. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? D'abord, je tiens à vous remercier chaleureusement pour cette invitation. Je suis cette conférence depuis ce matin et je suis vraiment très impressionnée par ces interventions très intéressantes, mais bien sûr, mais aussi par la parole des experts qui sont intervenus. Il est tellement important pour nous, spécialistes et représentants de la société civile, de travailler ensemble. Je représente le réseau WAVE qui a été créé en 1994 comme réseau informel et qui est devenu une entité juridique en 2014. C'est un réseau composé de plus de 160 ONG de femmes européennes dans 46 pays qui travaillent tout dans le domaine de la lutte contre la violence contre les enfants et les femmes. Ce réseau WAVE vise à promouvoir et à renforcer les droits de l'homme, des femmes et des enfants en général et de prévenir la violence. Ce réseau vise aussi un autre aspect très important dont il a été question aujourd'hui, établir l'égalité de genre, l'inégalité étant la racine de tous les problèmes de violence. Je crois que nous sommes d'accord. WAVE est le seul réseau formé de spécialistes, de services spécialisés et qui adhère aux normes de toutes les organisations internationales, y compris les Nations Unies. Et cela conformément à la déclaration de Vienne, sur la déclaration sur la violence contre les femmes, mais aussi d'autres textes pertinents. Pays de l'Union européenne qui apportent leur soutien à la ratification de la Convention d'Istanbul. Après la décision longuement attendue de la Cour européenne des droits de l'homme, décision qui aboutit au mois d'octobre, il semblerait que les États membres peuvent conclure le processus d'accession à la Convention d'Istanbul, quelque chose d'important pour tous les pays du Conseil de l'Europe. Tous les représentants doivent s'impliquer, le Conseil, mais pas seulement. Et il faut faire du lobbying dans les pays concernés également au niveau de l'Union européenne. Ceci est
important, notamment au vu de la situation politique, comme on nous l'a rappelé ce matin. Donc une Europe unie contre la violence à l'égard des femmes. Notre réseau est fort parce que nous sommes conscients des enjeux, nous sommes conscients des différentes forces politiques, nous savons les violences auxquelles font face les femmes et les filles tous les jours. Nous travaillons au niveau local, régional, national, international et nous essayons de nous coordonner. Nous essayons d'incorporer toutes les parties prenantes pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et des filles. Et comme on me l'a demandé, je vais vous fournir des exemples de bonne coopération entre les hommes politiques et la société civile. Je pense notamment à l'Espagne, lorsque l'Espagne a réformé son système complètement. On s'est inspiré, on a coopéré avec les mouvements des femmes, notamment les mouvements très actifs. Ensuite, l'Autriche. L'Autriche, avant même la Convention d'Istanbul, a créé un système. Et c'est cela qui est incroyable, parce que maintenant, ceci est encore un problème. Beaucoup d'années de formation interprofessionnelle, juges, police, personnel de santé et autres. Donc un excellent exemple et un modèle qui peut inspirer d'autres pays, c'est-à-dire une approche multi-agence. Ensuite, les pays nordiques et leurs membres. Donc, ces pays nordiques qui ont énormément investi dans les services des femmes parce qu'ils étaient conscients des problèmes liés aux femmes, problèmes de violence et ainsi de suite. La Convention d'Istanbul, oui, elle est arrivée à un moment particulier. Pourquoi? Parce que l'on a formalisé le problème. La pandémie de la violence à l'égard des femmes et des filles, c'est un problème qui a une dimension politique. Et il faut le comprendre, il faut l'assumer. C'est un problème pour tous les pays, nos sociétés, tout un et chacun. Les ONG sont impliquées et c'est important. On l'a dit ce matin, elles doivent continuer à s'impliquer. La Convention d'Istanbul aide les activistes. Elle a été reconnue et n'oublions pas que certains ont contribué directement au contenu de la Convention d'Istanbul. Je pense notamment aux membres du CAVIO. Et ceux-ci permettent aux représentants au sein de la société civile, femmes, filles et hommes politiques de coopérer. Et je ne vais pas revenir sur l'importance des ONG des femmes qui doivent être consultées lorsqu'il y a des décisions politiques qui sont prises. Lorsque des décisions sont prises, eh bien ces décisions doivent être mises en œuvre pour être efficaces. Ensuite, les services qui traitent des femmes battues ont acquis une certaine expérience dans les pays où ceci se fait. Je peux vous dire que l'on a établi un dialogue avec les politiques. Et les hommes politiques ne peuvent plus échapper à ce dialogue avec les ONG et autres. Donc voilà, nous devons tous respecter les règles. Ceci a eu un impact sur la législation. Les pays qui ont ratifié la Convention d'Istanbul ont de meilleures lois, ont modifié leurs lois. Dans certains pays,
Je pense notamment à la Hongrie. Eh bien, certains principes dans ce pays ont été mis en œuvre au niveau local et national par le biais d'actions et de services directs qui sont offerts aux femmes, bien que la Convention d'Istanbul n'ait pas été signée, ratifiée par certains pays qui font cela. Donc voilà, les activistes, les différentes parties prenantes font référence à la Convention d'Istanbul et il faut dialoguer avec les hommes politiques, c'est essentiel. Ensuite, le Covid, très important. Beaucoup d'États, mais ils ne sont pas nombreux malheureusement. Certains pays ont reconnu l'importance de services gérés par les femmes et ont donc alloué des financements supplémentaires à certains services. Et cela est important. Et pour conclure, certains aspects critiques sur lesquels il faut se pencher pour promouvoir la coopération entre la société civile et les hommes politiques, et ce pour avoir une réflexion commune. Les consultations, pourquoi ces consultations? Eh bien, elles sont essentielles si l'on veut se réunir, se rassembler. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que nous consultons énormément. Donc, consultation, beaucoup de consultations et très peu de financement, et ce, malgré le fait que nous nous investissons beaucoup. Ce qui ne me rassure pas, c'est que nous nous posons des questions, nous avons des doutes par rapport aux effets des consultations. Pourquoi? Parce que on consulte énormément, mais il n'y a pas de critères à la consultation. Qui doit participer? On ne le sait pas. Beaucoup de documents, de déclarations défilent. Certains documents sont copiés, recopiés 20 fois par les mêmes personnes. Il y a donc un abus de cet instrument et les institutions et ceux qui veulent donner la parole à la société civile ont du mal à filtrer les informations. Le risque existe, à savoir les consultations ne pourront plus avoir lieu de manière transparente et démocratique. On parlera maintenant de consultation à l'ancienne, consultation en contactant les hommes politiques d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas notre souhait. Donc voilà, la consultation, oui, mais ça doit être amélioré, précisé, peaufiné. Il ne s'agit pas uniquement de consultations en ligne, mais de véritables consultations. Voilà. Deuxième point. Et ceci s'applique pour ce qui est des consultations et si l'on voit ce qui se passe dans nos pays. On parle de neutralité de genre et ceci m'inquiète. Lorsque l'on parle de contact entre la société civile et les preneurs de décision. Alors voilà, les experts, pas nous seulement, mais tous ceux qui vivent dans les différents pays. Alors, tous les experts qui nous parlent de la violence à l'égard des femmes sont là. Mais
La violence à l'égard des femmes est un point important pour tous. Nous nous rendons tous compte de l'importance de cela. Mais il y a trop de preneurs de décision, d'acteurs qui s'improvisent et qui ne savent pas vraiment de quoi ils parlent. Des parties prenantes qui n'essaient pas de comprendre quelle est la nature de ces problèmes. Il y a donc un danger dans beaucoup de pays et c'est évident. Donc dans beaucoup d'États membres, on en a parlé. On le voit par exemple par rapport à ce qui se passe en Suède, en Finlande, les pays nordiques. Donc ceci est inclus dans les rapports du Grevio, des pays avec une belle tradition de lutte contre la violence à l'égard des femmes. Mais la neutralité de genre veut dire que les contenus sont détournés, manipulés. Et les réactions, les réponses ne sont pas en ligne avec la Convention d'Istanbul. C'est donc quelque chose sur laquelle il faut alerter toutes les parties prenantes. Donc échanger, oui, mais il faut faire attention au langage. Des exemples de bonnes pratiques, oui, mais pourquoi? Dans quel cadre? Comment? Il faut creuser la problématique. Il faut essayer de travailler ensemble pour que l'effort devienne un effort commun, partagé et plus approfondi. Voilà, je vais m'arrêter parce que j'ai déjà beaucoup parlé. J'aimerais vous remercier pour les discussions d'aujourd'hui, des échanges importants. J'aimerais remercier Whisky. En fait, j'aimerais remercier le Conseil de l'Europe, l'Assemblée parlementaire pour cet immense effort et participation. Merci beaucoup. Merci, Madame Pirone. Votre intervention illustre l'importance d'interagir avec la société civile, ce qui nous permet d'avoir des remontées d'informations. Comme vous l'avez dit, la Convention d'Istanbul et le Cavio, vous en avez parlé. Le Cavio qui a préparé la Convention d'Istanbul, c'est basé sur des informations qui venaient de la société civile, qui remontaient de la société civile. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire pour lutter contre la violence à l'égard des femmes. Alors bien évidemment, nous souhaitons travailler avec la société civile, mais je vous comprends parfaitement l'inflation d'informations qui existe et puis la difficulté de se focaliser sur les points les plus importants. Merci beaucoup, Madame, pour votre intervention. Alors, troisième intervenant de Human Rights Watch, Hilary Margulis, nous a dit qu'elle ne pourra malheureusement pas être des nôtres. J'espère qu'elle pourra participer avec nous prochainement parce que Human Rights Watch est une organisation importante. Nous avons donc maintenant Madame Reka Safrani, présidente du lobby des femmes d'Europe. Nous sommes ravis de vous donner la parole. Ma question, Madame Safrani, quel est le travail de votre organisation avec les hommes politiques et les autres parties prenantes et comment, à votre avis, peut-on coopérer de la meilleure façon possible? Merci beaucoup, Madame Safrani. Je vous donne la parole. Good afternoon. Bon après-midi. Merci beaucoup
pour m'avoir invité au Conseil de l'Europe à cet événement très important. Je suis honorée qu'on me demande de vous faire part de notre perspective. Je suis la présidente de EWL, le lobby des femmes européennes, la plateforme la plus importante des femmes en Europe, avec plus de 2000 membres, organisations membres, et également au Royaume-Uni, en Islande, où nous sommes des candidats. Nous souhaitons construire une Europe des femmes. Et depuis la création de notre organisation, nous avons lutté contre la violence à l'égard des femmes et des filles. Ça a toujours été une de nos priorités clés. Nous travaillons sur ce point, notamment par le biais de l'Observatoire de la violence à l'égard des femmes et des filles. Nous rassemblons des experts de nos organisations membres en Europe pour faire de la recherche, échanger des informations et organiser des campagnes conjointes. Avec nos membres, nous faisons du lobbying et nous travaillons avec les hommes politiques et les preneurs de décision pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et des filles. Nous avons, par exemple, travaillé avec nos parlementaires lorsque nous avons discuté de la violence à l'égard des filles au Parlement européen. Notre organisation a soutenu la coordination turque de notre organisation lorsqu'au mois de mars, le président de la Turquie a annoncé qu'il souhaitait se retirer de la Convention d'Istanbul. Nous avons organisé 2 événements à des représentants des institutions de l'Union européenne, des réunions à des représentants de niveau de la Commission pour obtenir un soutien et bloquer cette initiative de la Turquie. Donc nous faisons du lobbying au niveau national, international, notamment lors de nos 60 journées d'action, lorsque nous entreprenons des actions en ligne sur le terrain. Nous amplifions par cela notre message, une Europe sans violence à l'égard des femmes et des filles. Nos membres ont également participé à 2 campagnes pour populariser, et ce au niveau du public et des preneurs de décision dans différents domaines, la recommandation du Conseil de l'Europe pour la lutte à l'encontre du sexisme. La culture de sexisme permet aux personnes exercées de la violence à l'encontre des femmes et des filles. Cette année, nous avons également organisé des campagnes, des actions avec l'aide de preneurs de décision. Action pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et des filles. Nous avons demandé au Parlement européen de nous aider à promouvoir une loi forte, généralisée et cohérente pour lutter contre la violence à l'égard des femmes. Vendredi, le 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme, j'ai envoyé une lettre signée par 72 parlementaires. Chaque année, nous essayons de mettre en exergue une violation des plus importantes en Europe. Nous demandons aux preneurs de décision et à tout un chacun de réagir pour en terminer avec la violence à l'égard des femmes et des filles. Nous savons quels sont les chiffres. Nous connaissons l'étendue de la violence à l'égard des femmes et des filles. Nous savons que beaucoup de femmes et de filles souffrent de la violence à l'égard des femmes et des filles. Il y a beaucoup de femmes et de filles qui ont subi la violence à partir de l'âge de 15 ans. La violence à l'égard des femmes et des filles peut amener à la mort. En 2017, plus de 800 femmes ont été victimes d'un féminicide. Ceci selon l'Eurostat. Et ce dans 16 États membres qui ont fourni les données. Malheureusement, on nous a dit qu'il faudra plus de 3 générations pour en arriver à l'égalité des genres au sein de l'Union européenne. Et j'aimerais également vous dire que le coût de la violence basée sur le genre a un coût.
Et en investissant un tiers de tout cela, on peut lutter contre la violence à l'égard des femmes, mitiger les conséquences de la violence à l'égard des femmes et des filles. Le Covid a eu un impact terrible sur la violence à l'égard des femmes et des filles. Nous avons, avec notre organisation, lutté contre la violence à l'égard des femmes et des filles pendant la pandémie. La violence domestique a augmenté pendant la pandémie, c'est une évidence. Dans l'ensemble, nous accueillons le fait que la Commission européenne donnera suite à une proposition de longue date pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et les filles. Et nous demandons un texte ambitieux pour contrer toute forme de violence. Il faut adopter une approche qui couvre différents secteurs et qui soit complet pour protéger toutes les femmes et les filles en Europe. Nous demandons à ce que qu'on reconnaisse la violence à l'égard des femmes et des filles comme une infraction et que les institutions établissent les bases juridiques claires pour contrer la violence masculine. Les directives donc devraient prendre en considération ces points et prendre des mesures pour contrer l'exploitation sexuelle et nouvelles formes de violence telles que la violence en ligne. D'après nous, la prostitution et l'exploitation sexuelle est également une forme de violence et doit être abordée dans le cadre de la directive sur la violence à l'égard des femmes et des filles. Les femmes et les filles ont le droit à la sécurité et à la sécurité pendant toute leur vie. Comme on l'a dit auparavant, la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul a amené beaucoup de progrès dans les pays qui l'ont ratifiée et comme le montrent nos rapports spéciaux sur la situation, nous voyons que 96% des changements politiques ont eu lieu, 83% des changements positifs ont eu lieu au niveau de la protection, 70 changements positifs au niveau de la prévention et 61% des changements positifs au niveau des poursuites positives dans les pays qui ont ratifié la Convention. Mais il reste beaucoup de choses à faire. Tous les États membres de l'Union européenne devraient ratifier la Convention d'Istanbul, y compris l'Union européenne. Et il est urgent que l'Union européenne le ratifie le plus rapidement possible et donc nous demandons à la présidence française de prendre des actions rapides après la décision de la Cour européenne de la justice et l'adhésion de l'Union européenne à la Convention par une majorité qualifiée. Je voudrais souligner l'importance d'un front uni pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et les filles et le rôle important des politiques au niveau de l'Union européenne, au niveau national et international. Et je demande à la coalition d'action pour lutter contre la violence d'intéresser aussi les pays à l'extérieur de l'Union européenne pour lutter lutter contre la violence à l'égard des femmes et les filles, parce que nous pensons qu'il faudra qu'on se mobilise tous ensemble pour mettre fin à cette violation des droits de l'homme partout dans le monde. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame Safrani. C'était des points très intéressants. Merci aussi pour les exemples positifs et les exemples des pays qui ont ratifié la Convention et les réalisations dans ces pays. Et ce sont souvent des points que nous avons également relevés dans l'Assemblée pour assurer à ce que la Convention d'Istanbul ne reste seulement un papier, mais donne des résultats positifs sur le terrain. Merci aussi d'avoir mentionné la recommandation sur le sexisme, parce que dans notre travail, nous nous sommes rendus compte qu'il y a aussi cet aspect du sexisme qui se trouve à la racine des agressions à l'égard des femmes. Et il faut aussi donc l'aborder. Il faut adopter
des mesures là-dessus. Nous avons une recommandation là-dessus qui est connue et qui peut être utilisée par ceux qui veulent prendre des mesures là-dessus. Je vais donc présenter la dernière intervenante de cette session, Madame Véronica Vétion, ou les femmes contre la violence en Europe. Je voudrais également vous poser la question pour savoir quelle est la coopération que vous avez avec les parlementaires, les députés et de façon plus générale avec des politiques au niveau national. Et quelles sont les entraves principales que vous avez connues et comment les avez-vous surmontées? Merci beaucoup. Vous avez la parole, Madame Vétion. Merci, merci. Bonjour à toutes et à tous, et merci de m'avoir accordé cette invitation et merci pour ces discussions intéressantes qui ont été mentionnées. Je m'appelle Véronica Vétion et je suis membre de WAVE et je représente le conseil d'administration de WAVE et je suis également la coordinatrice d'une coalition à l'encontre de la violence en Moldova, qui est un réseau qui lutte contre la violence à l'égard des femmes et les filles, et aussi les questions annexes telles que la pauvreté, les femmes dans situation de risque, de traite, etc. Comme vous le savez, la Convention d'Istanbul a été ratifiée récemment par la République de Moldova, et je dois dire que c'est une très grande réalisation après une longue période d'une attitude difficile de l'attitude des politiques à cause des vues politiques. Cela a été retardé, la signature a été retardée pendant à plusieurs reprises. Il y avait également la pression exercée par l'Église qui fait beaucoup de pression sur les politiques pour ne pas ratifier la Convention. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau pour la région, je veux dire. Et maintenant, pour répondre à votre question concernant les aspects politiques positifs dans notre travail avec les politiques, je voudrais en fait revenir à ce que Marcella a dit concernant le rôle des organisations féminines et les militantes féminines, parce que suite à la ratification de la Convention de Istanbul, était à mon sens principalement dû à la pression mise sur les politiques par ces réseaux de protection de femmes. Et il y a eu donc beaucoup de pression aussi exercée par l'Église et cela montre qu'on peut réussir dans le domaine des droits de la femme, que ce soit quand c'est juste une organisation, elle n'aura pas suffisamment de force et d'arguments ni le pouvoir de faire avancer les choses. Donc, il faut travailler en équipe ensemble. Et je pense que c'est un point qu'il faudra garder à l'esprit parce que dans les réseaux politiques et ils pensent que c'est seulement une question des mouvements des femmes, mais il ne s'agit pas de investir dans un réseau, parlant de Moldova et Ukraine dans les pays post-soviétiques. Donc, on n'investit pas souvent dans un réseau des femmes. Il y a des différents groupes, des militants qui existent en faveur des droits de la femme. Mais c'est quelque chose qui est très bon pour les politiques. Enfin, les politiques essayent de diviser les organisations féminines pour qu'il y ait une concurrence qui s'installe entre elles. Donc ça est un bon exemple de montrer qu'il peut exister un réseau de femmes très puissant qui peut s'inspirer des compétences sur le terrain et en même temps qui peut être en première ligne et
ramené beaucoup de soutien. Nous avons soutenu des différents groupes des droits de l'homme, les médias et aussi les femmes de diaspora qui ont également fait beaucoup de choses pour avancer la cause. Et notre point, il faudra faire attention au processus, non seulement le résultat. Le résultat, bon, nous avons la ratification de la Convention, c'est une bonne chose, et nous avons préparé ce processus du point de vue juridique. Dans la coalition, nous avons différents types d'organisations, les prestataires de services au niveau du terrain. Nous avons aussi des groupes qui sont très forts dans la promotion de la cause et qui sont très forts dans ce domaine. Donc, ces différentes compétences sont pertinentes dans une coalition de femmes. Ce n'est pas seulement une approche théorique, il y a aussi l'expérience. Il y a également les témoignages de ce qui se passe au niveau du terrain et que l'on peut utiliser pour mettre ensemble les différentes compétences. Donc, c'est intéressant d'avoir ces différentes organisations qui ont différentes compétences, qui représentent différents groupes vulnérables de femmes et d'autres personnes. Donc ça, c'est le grand avantage de travailler dans un réseau. Et cela a permis aussi de faire avancer l'exercice de la ratification. Et je dois dire que le résultat qu'on a obtenu est assez fragile, surtout quand on voit ce qui se passe en Turquie, en Bulgarie, en Hongrie. Il y a un recul sur ces acquis. Mais nous avons eu la chance d'avoir un parti au pouvoir qui ont pris une position en faveur de l'Europe. Et la Convention d'Istanbul est basée sur les normes européennes. Et le parti politique, avant les élections et pendant les élections et après, se sont situés comme un parti pro-européen. Donc, il y a souvent, il y a des dons qui viennent à ces partis politiques qui sont un petit peu liés à leur agenda. Donc, c'est pour cela que ce résultat est fragile, parce que si ce parti politique perd le pouvoir ou perd sa majorité, alors on peut se trouver dans la situation de la Bulgarie et de la Turquie. Et donc, c'est important d'avoir non seulement en ligne de front, mais aussi dans les rangs derrière des organisations de femmes très fortes qui coopèrent entre elles. Et je voudrais revenir à ce que Marcella a dit à propos des consultations. Pour moi, en tout cas, de façon générale en Moldova, la consultation sont très formelles et techniques et ne donne pas lieu à une participation de manière générale des femmes et en fait, il faut que les droits des femmes soient intégrés à différentes étapes de programme, mais aussi dans le programme en fait, la majorité des services sont assurés par les donateurs. Donc, les organisations de femmes doivent être consultées à toutes les étapes de ce travail dans le domaine de la lutte contre les violences à l'égard des femmes, dans la conception, l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des interventions. Par la suite, il devrait y avoir la consultation des organisations de femmes. Un autre point qui a été mentionné par une intervenante tout à l'heure, qui est lié avec la consultation des organisations des femmes. Il manque des financements, nous le savons, en ce qui concerne les prestations. Nous n'avons pas suffisamment de fonds pour les assurer, qui met en péril la durabilité des fonds. Et en même temps, nous avons le financement pour des domaines qui ne sont pas prioritaires pour les organisations des femmes. Et nous constatons que dans les partis politiques et pour les donateurs, les vraies priorités des femmes ne sont pas incluses dans le programme des partis politiques. Et donc, nous voyons que
quand on investit l'argent dans un domaine qui n'est pas important pour nous, ça ne peut pas donner de bons résultats à la longue pour notre cause. Donc il faut y réfléchir également et voir comment faire de sorte à ce qu'on soit pertinent et qu'on soit pris en compte dans tous les programmes qui impliquent la lutte contre la violence à l'égard du genre. Et puis, je pense qu'il est important aussi de faire un lien entre différentes organisations de femmes des différentes régions et pour échanger les compétences, pour partager et échanger concernant les expériences. Parfois, on a suffisamment d'expériences dans la région et on le découvre en parlant les unes avec les autres. Et donc, c'est ce que je voudrais faire ressortir dans cette présentation. Merci. Merci beaucoup de cette présentation très intéressante et je pense effectivement on n'est pas obligé de réinventer la roue. Il y a beaucoup d'informations qui est déjà disponible et vous l'avez bien souligné qu'il est important que les organisations de femmes doivent être consultées à toutes les étapes des actions, déjà à la conception de ces actions. Et c'est intéressant aussi de voir que les ressources sont investies à différents domaines qui sont prioritaires pour l'instant, pour les politiques. Alors, nous avons terminé avec les intervenants. Maintenant, j'invite les participants à nous poser des questions, ceux qui nous suivent en ligne. Vous pouvez poser des questions aux intervenants et on essaiera de gérer tout cela de manière efficace de la part de Strasbourg. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Pour l'instant, il n'y a pas de demande de parole et en attendant à ce que les participants réfléchissent, je vais suivre l'exemple de rapporteur général Zita Gourmay et demander aux membres du panel de savoir quels sont vos souhaits, à savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir les députés, les parlementaires et les politiques faire pour que votre travail avance pour combattre la violence à l'égard des femmes. Quel sera le premier point sur votre liste des souhaits, chers panélistes? If I can call Ms. Piron, if she's online, could I consult your wish list, please? Yes, it's Christmas. We have a long wish list, of course. And difficult to choose the main two you asked, but I think that what we have been hearing today I find really important and precious because I hear that there is a common wish, and the common wish is the overall wish that we can assure all women and girls, at least in Europe, but I would say in the world, to live free of violence. But that's, I heard with a certain concern that it needs 3 generations to get to, according to AGE, to have equality. I don't want to hear how many generations it needs to have a life free of violence for women. So this is the overall wish I heard from everyone, and that's a very important frame and the important energy we can build on. My wish is now enough with words, because the words were necessary, as I said. The words were necessary to raise awareness. The words were necessary to name everything in a way that we can understand each other, that we can look at the issue with the same view. But now we need actions, and we need joint actions, and we. Il nous faut les actions conjointes et comme l'a dit Véronique,
nous avons déjà fait beaucoup de choses et nous faut maintenant la volonté politique, et c'est un souhait important adressé aux élaborateurs de politique et des députés à tous les niveaux, au niveau international, régional et national, d'avoir cette volonté d'avoir une vision à long terme et travailler à long terme. Mes collègues disent qu'il ne faut pas se limiter à une vision à court terme. Il faudra penser à avoir une vision qui couvre la génération suivante. Ambassador Slap. Merci. Je me tourne vers Monsieur l'ambassadeur Slapnitsar pour voir s'il a, lui, un souhait en tant que représentant de son pays, un souhait pour le réseau parlementaire. Thank you. Merci. À la suite de cette discussion, à propos du rôle de la société civile et des ONG, je dirais qu'il y a 3 choses qui me sont venues à l'esprit. D'abord, maintenir la sensibilisation, non pas faire de la sensibilisation, mais maintenir, parler de la question, contrer ce récit. On a parlé de la façon dont la Convention d'Istanbul était décrite faussement. Il faut lutter contre ça et puis utiliser un langage clair pour cela. Aujourd'hui, dans ce monde d'information, il est parfois difficile de bien distinguer le message. Donc soyons simples dans la langue que nous employons. Quand on parle de la Convention d'Istanbul, on sait souvent de quoi il s'agit. Mais il faut pouvoir s'adapter en tout cas. Et puis, 3e souhait, les parlementaires généralement approuvent le budget proposé par le gouvernement. Donc, il revient d'abord aux parlementaires de rappeler au gouvernement qu'un suffisement adéquat est nécessaire pour le travail important de la société civile. Nous l'avons découvert pendant la pandémie de Covid-19. La demande de ces services qu'offre la société civile, malheureusement, est supérieure à l'offre. Donc, essayons de soutenir cette demande avec des financements adéquats. Merci. Voilà des vœux très clairs pour les parlementaires. Nous veillerons à ce qu'ils soient pris en compte dans nos textes. J'en viens maintenant à Madame Shafrani pour voir si elle souhaite nous présenter ses vœux à elle. Merci beaucoup pour cette occasion unique qui m'est donnée de présenter mes vœux. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en effet, les parlementaires doivent reconnaître la nature spéciale et unique de la violence contre les femmes, phénomène qui repose sur cet ordre patriarcal dans nos sociétés. Et ce qui accompagne ce vœu, c'est aussi le vœu de coopérer avec les acteurs de la société civile et de reconnaître leurs connaissances uniques. Les organisations des droits des femmes sont celles qui sont les plus directement informées par les victimes. Les femmes victimes de violences masculines, elles peuvent réagir rapidement, nous le savons, mais elles sont souvent dans une situation difficile. Comme l'ont dit celles et ceux qui m'ont précédé, elles ont besoin d'une plus grande stabilité, y compris financière, et aussi du point de vue de la coopération. Et j'aimerais exprimer que le vœu que le financement soit suffisant, mais aussi plus équitable et plus facile à obtenir. Voilà, qui serait aussi extrêmement utile pour nos membres. Merci. Merci beaucoup. Notre dernière intervenante, Madame Vitillon,
peut maintenant nous présenter sa liste de vœux à elle. So if I'm talking about Eh bien, s'agissant de la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul, sachant que c'est un processus nouveau pour vous, n'est-ce pas? Nous n'en sommes qu'au début de ce processus. Je dirais que ce que nous voulons, et j'espère que les organisations de femmes seront consultées tout au long du processus de mise en œuvre, et quant aux priorités de la République de Moldova, c'est une approche commune aux pays post-soviétiques dans la région. Donc, mon vœu, c'est que les groupes des femmes, les associations de femmes soient consultées lorsque les priorités sont définies pour les femmes en Moldova, c'est-à-dire une consultation de la base, qu'on les consulte sur la mise en œuvre et qu'on les consulte aussi en matière de financement. C'est aussi important. Il faut investir dans les réseaux des femmes et dans les organisations de femmes, puisque il arrive que les partis politiques et les donateurs ne travaillent qu'avec les organisations visibles, celles qui ont une expertise et qui ont l'habitude de s'exprimer et de parler aux autorités. Mais il y a là une inégalité entre les organisations qui est néfaste. Je dirais donc qu'il faut investir dans les réseaux de femmes et dans leurs organisations et bâtir des mouvements de femmes dans tous les pays. Voici ma liste de vœux. Merci beaucoup. Je crois que tous ces vœux sont très raisonnables et très faisables. Je crois que les parlementaires qui nous écoutent en auront pris bonne note, mais comme je l'ai dit, je verrai à ce que tout cela soit consigné quelque part. Je crois que nous n'avons pas d'autres demandes de parole. Peut-être quelques mots simplement de mon côté pour conclure cette troisième session. Je voulais prendre note des changements positifs qui sont rapportés dans les pays qui ont ratifié le texte, mais il a également été dit que certains pays qui n'avaient pas encore ratifié la Convention s'en servent et s'en inspirent. Pas uniquement en rédigeant la législation, mais en adoptant aussi des bonnes pratiques. C'est important de le noter. Vous le savez bien sûr, la Convention d'Istanbul est ouverte à la ratification d'États non membres du Conseil de l'Europe. Et nous l'avons souvent dit, la Convention d'Istanbul a été adoptée en Europe, mais elle n'est pas destinée à la seule Europe. Il n'y a pas de droit d'auteur. Le texte doit pouvoir servir d'inspiration, y compris aux pays qui ne l'ont pas encore ratifié. Et il est aussi très important de noter, en particulier à l'ère de la Covid, et l'épidémie n'est pas terminée, que le coût de la violence de genre est infiniment supérieur au coût de tous les services dont nous avons parlé ici. Donc si celles et ceux qui prennent les décisions sur les financements devaient se pencher sur la rentabilité de l'investissement dans la société civile et dans ses services, y compris les services de prévention, eh bien en réalité ils pourraient faire des économies conséquentes. Et c'est important. Nous sommes ici dans le cadre d'un réseau parlementaire. Il faut souligner le rôle important que jouent les parlementaires. Non pas seulement lorsqu'ils adoptent le budget, mais aussi pour la mise en œuvre et le suivi de la Convention d'Istanbul. C'est une des rares conventions du Conseil de l'Europe qui prévoit un rôle spécifique pour les parlementaires. Il est très important donc de le noter. Les parlementaires doivent jouer ce rôle activement, et notamment lorsque les rapports d'évaluation du Grevio de leur pays est publié, mais pas uniquement, tout au long du processus de promotion et de mise en œuvre de la Convention. Je crois qu'il y a aussi un message important, et c'est le dernier que je souhaitais transmettre, c'est celui de l'unité de notre action. Nous devons agir de concert. Aujourd'hui a été un bon exemple. Tout le monde est très engagé et prêt à travailler ensemble dans le cadre de la Convention d'Istanbul, y compris nos partenaires extérieurs, pour les appeler ainsi, les Nations Unies, mais aussi les gouvernements, les parlementaires et la société civile. Il a aussi été fait référence, bien sûr, à la directive de l'Union européenne et à son importance
dans la même ligne que la Convention d'Istanbul. Elle ne nuit pas aux normes que nous avons nous-mêmes adoptées. Le rapporteur des Nations Unies ce matin a aussi évoqué les discussions qui ont toujours lieu sur un éventuel texte contraignant des Nations Unies sur la violence contre les femmes. Ce serait un défi pour la Convention d'Istanbul. Il faut donc garder un front uni sur toutes ces questions. Je remercie tous les panélistes de cette 3e session. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole à Edith Estrela qui, au nom du réseau, présentera les remarques de conclusion. Je vous remercie. Sorry, are you hearing me? Je vous prie de m'excuser. M'entendez-vous? Bonjour. Il m'appartient, et c'est une tâche complexe, de conclure ces discussions. Je ferai de mon mieux. Avant de présenter les conclusions, permettez-moi d'exprimer mon orgueil puisque mon pays, le Portugal, a été le premier pays à ratifier la Convention d'Istanbul. Je voulais vous rappeler que l'enregistrement de cette conférence sera disponible sur YouTube pour les personnes que cela intéresse. Il est important de garder la trace de cette conférence. Beaucoup d'eurodéputés sont très occupés. Beaucoup de députés en général sont très occupés à la fin de l'année. Je tiens à remercier tous les intervenants et les panélistes pour leurs idées, pour leurs recommandations. Je remercie notamment notre rapporteur général et notre collègue Zita Gurmai pour avoir modéré la session de ce matin, ou les 2 sessions de ce matin. Je remercie aussi Maria Rotanen, directrice de la direction numéro 2 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Nous avons suivi 3 sessions qui ont placé en leur centre la Convention d'Istanbul. D'abord, première session, soutenir la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul avec des interventions de la présidente du Grevio, Iris Loarassi, la directrice régionale d'ONU Femmes, Madame Alia El Yassir, pour l'Europe et l'Asie du Centre, et Madame Andreia Lourenço Marques. Nous avons entendu parler du travail du Grevio jusqu'ici. 24 rapports ont été rédigés depuis l'entrée en vigueur du texte. De nombreux États ont modifié leur législation pour être conformes aux définitions qui sont contenues dans la Convention, notamment la définition juridique du viol. Elle a regretté que les critiques et les mauvaises interprétations soient une manière de détourner l'attention de la violence contre les femmes qui se produisent toujours. Ce qui est unique dans la Convention d'Istanbul, entre autres, c'est qu'il s'agit d'un instrument juridiquement contraignant et qui concerne aussi les victimes masculines de violences domestiques et les enfants victimes. Madame Loarassi l'a souligné, la Convention ne signifie pas que les hommes et les femmes soient identiques et affirme que le genre et le sexe sont donc concepts différents. Elle a rappelé que l'article 72 de la Convention d'Istanbul suppose un rôle pour les eurodéputés et encourage un plus grand travail sur les rapports qui sont présentés au Parlement. Les alliances doivent être renforcées, le soutien financier et politique aussi. Il faut aussi plus de recherche sur les causes et les conséquences.
Elle a évoqué les premières recommandations générales du Grevio il y a une semaine sur la violence numérique contre les femmes et les filles. Madame El-Yassir a commencé par souligner l'importance qu'il y a à joindre les efforts et les engagements et à rappeler que la Convention d'Istanbul pour les Nations Unies est une bonne norme qui permet de réunir les gouvernements, les parlementaires, les ONG, les organisations régionales et autres. L'ONU Femmes a une approche tridimensionnelle de son travail régional, fondée sur l'action normative, la coordination et les activités opérationnelles. La Convention d'Istanbul fait partie du cadre normatif des Nations Unies et l'une des manières dont nous pouvons lutter contre les retours de bâtons. Il faut combler les lacunes pour lutter contre les inégalités, mais tout cela est beaucoup trop lent. Et l'action régionale est importante aussi. « 19 des pays dont elle est responsable ont accepté de créer de nouvelles structures. Le secteur privé manifeste aussi beaucoup plus d'intérêt qu'avant. Et elle a présenté le travail des Nations Unies en Albanie, en Serbie et en Turquie. Elle a souligné enfin que ce qui est personnel est aussi politique et la violence contre les femmes et la violence domestique est un sujet hautement politique qui doit être reconnu comme tel. Elle a souligné que ce sujet politique est instrumentalisé à mauvais escient pour promouvoir des agendas politiques. La présidente de la Commission pour l'égalité de genre, Andrea Lorenzo Marques, a expliqué que la stratégie pour l'égalité du Conseil de l'Europe s'était engagée à atteindre l'égalité pour toutes les femmes, à mettre fin à la violence, à éliminer le sexisme et les stéréotypes de genre. Cette stratégie a été rappelée par le comité des ministres et les présidences du comité des ministres pour sensibiliser davantage à ce phénomène. Par exemple, la conférence annuelle de 2021 a été co-organisée avec la présidence allemande du comité des ministres pour célébrer le 10e anniversaire de la Convention d'Istanbul. Notre rapporteur général a eu la bonne idée de demander aux intervenants ce qu'ils souhaitaient, quels étaient leurs vœux pour les mois et les années qui viennent. La deuxième session s'est penchée sur l'action politique pour contrer les attaques contre la Convention d'Istanbul. Fiona O'Loughlin, présidente de la délégation irlandaise de l'Assemblée parlementaire, a expliqué que de nombreuses mesures législatives avaient été adoptées en Irlande pour lutter contre la violence contre les femmes, entre autres. Et ceci avant la ratification. La ratification a bénéficié de beaucoup de visibilité, avec un plan d'action notamment, et des mesures spéciales pour les victimes. Et des fonds substantiels ont été investis. La communication sur la Convention est essentielle. Les victimes ne doivent pas être victimisées davantage.
pushback against the convention. Il y a manipulation lorsque les pays se retirent de la Convention. Les droits des LGBTI, les droits des femmes doivent être protégés. Il faut tout mettre en œuvre pour lutter contre cela. Il faut mieux suivre ce qui se fait. Il faut se réapproprier de la narrative. La Convention d'Istanbul est un excellent instrument. Si l'on cesse de protéger les femmes, tout le monde sera mis en danger. La Cour européenne joue un rôle important, et ce par le biais de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Convention d'Istanbul. Nous allons continuer à œuvrer dans le sens de la protection des conventions. Les preneurs de décision doivent être éduqués. Il faut lutter contre ceux qui sont contre l'égalité des genres, les opposants. Sont des opposants à un agenda démocratique. Il y a une évolution de cela au cours des 10 dernières années. Il y a des organismes qui ont quitté Bruxelles, qui se cachent. Il faut identifier, assurer un suivi de ce qui se fait. Parce que ces organisations, les associations sont contre la Convention d'Istanbul, l'égalité des droits, œuvrent au niveau international. Les mouvements anti-genre existent. Notre rapporteur a eu une bonne idée. Il a demandé aux orateurs de nous dire quels étaient leurs souhaits pour cette année, l'année prochaine. Et j'ai pris note de certains de ces souhaits. Les orateurs souhaitent tous demander aux États membres de mettre tout en œuvre pour signer et ratifier la Convention. Il faudra davantage coopérer entre ceux qui ont ratifié la Convention. Voilà, les pays qui ont ratifié la Convention, eh bien, devront œuvrer ensemble. Il faut échanger les informations, compléter les informations. Et puis, on peut devenir un exemple. Il faut travailler sur tout ce qui est juridique. Il faut s'organiser, se préparer. On nous a demandé d'être davantage coordonnés. On a dit qu'il était nécessaire de rédiger une nouvelle convention. Mais cette convention avec le cadre est un bon moyen d'avancer. Nous pouvons avancer sur la base de ce cadre. Ensuite, autre souhait. Être à l'avance. Prévoir, évaluer les risques. La séance 3 s'est penchée sur la collaboration entre les hommes politiques et la société civile pour lutter et contrer les attaques et la violence à l'égard des femmes.
L'ambassadeur de Slovénie, Andrej Slapničar, a parlé de ratification en 2015 de la Convention. Il a également parlé d'une déclaration conjointe de l'Allemagne et de la Slovénie, et ce, lors de leur présidence de l'Union européenne. Il nous a dit qu'il faut se coordonner, travailler avec toutes les organisations internationales. Le travail des ONG devrait être encouragé et soutenu. Le Grevio se retrouve avec les ONG lorsqu'il prépare son rapport, mais organise des actions pour les ONG. Il nous reste encore beaucoup à faire, parce que beaucoup est fait pour lutter contre nos acquis. Il faut apporter un soutien aux partenaires qui en ont besoin. Marcella Pirone nous a rappelé que les ONG sont importantes pour ce qui est de la mise en œuvre de la Convention. Les ONG étaient présentes dès le début et ont continué à l'être. Après plus de 20 ans d'expérience sur le terrain, il y a maintenant un réseau officiel d'ONG. Et il y a également des lois qui sont mises en œuvre pour protéger les femmes. En Hongrie, la Convention est appliquée au niveau régional. Nous devons nous consulter pour faire évoluer les choses. Il y a une attaque qui est faite par rapport à la Convention, et ce, par le biais de la société civile. Il faut construire une Europe féministe des femmes, nous a dit la lobby européenne des femmes. Nous avons entendu dire qu'il faut contacter les parlementaires. Il faut se réunir avec les parlementaires pour faire en sorte à ce que les pays ne se retirent pas de la Convention européenne, la Convention d'Istanbul. Et puis, il faut lutter contre toute forme de sexisme. Madame Véronique Vittion nous a dit qu'elle était contente que le Moldova allait ratifier la Convention, malgré une forte opposition de la part de l'Église. Les hommes politiques ont essayé de diviser les femmes. Ce qui a été important au Moldova, eh bien, ça a été les consultations. Souvent, les consultations sont techniques, ce sont formelles, et ça ne devrait pas être le cas. Les consultations devraient être informelles au niveau de la société, les femmes devraient être encouragées, le financement également. Il est important de partager les expériences, parce que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Pour conclure, je remercie les orateurs et les participants. Nous nous sommes construits sur la base du partenariat entre les gouvernements, les ONG, les parlements, la société civile et également les organisations internationales. Pour 2022, je nous souhaite beaucoup de courage pour pouvoir continuer à travailler ensemble. J'espère que nous allons finalement réduire la violence à l'égard des femmes et des filles en Europe. Nous avons besoin d'encourager l'inclusion, l'égalité. Et comme on nous l'a dit aujourd'hui, nous avons besoin de capacités accrues pour lutter contre l'antigenre. Il y a des forces qui essayent
de détruire ce que nous avons construit petit à petit. J'aimerais remercier le secrétariat, les interprètes qui vous remercient également. Sans nos collègues, cette réunion n'aurait pas été possible. Alors, bon Noël et beaucoup de vœux pour la nouvelle année. Merci beaucoup.